Bien, bonjour à tout le monde. On va d'abord commencer donc par appel. Madame Ajus, Monsieur Anibaldi, Monsieur Arpona, Monsieur Hazard, Monsieur Azibi, Monsieur Bobal, Madame Ben Salama, Monsieur Besnaïmou, Madame Bétuzi, Monsieur Carotenuto, Madame Cordier, Madame Dangio, Monsieur Datilo, Madame Debord, Monsieur Delage, Madame Delaval, voire Madame Debord, Madame Dino Serra, Monsieur Dudiozer, Madame Duguay, Madame Farkas, Madame Gallo, Monsieur Garcia, Monsieur Georgie, Madame Grac, Madame Arouche, Monsieur Herzala, Madame Mondagnard, Monsieur Obsépian, pouvoir Monsieur Marie, Monsieur Joshua, Monsieur Lamy, Madame Lelouis, Madame Acaluso excusée, Monsieur Maggio, Monsieur Marchal, Monsieur Marie, Madame Masse, Monsieur Maury excusé, Monsieur Miron, pouvoir Madame Cordier, Monsieur Monti, Madame Moustakia, Madame Patrici, Madame Ponceramade, Monsieur Rabia, Monsieur Ravier, Madame Rivière, Madame Rodriguez, Madame Sicard et Monsieur Vendredi, pouvoir Monsieur Monti. Bien, avant de commencer l'examen des rapports qui sont à l'ordre du jour, nous devons donc approuver le compte rendu in extenso de la séance du 15 novembre. Y a-t-il des observations? Oui, Vincent. Madame la maire, simplement toujours la même observation depuis plusieurs mois maintenant, à savoir la séance publique du conseil d'arrondissement du mois de juin qui est portée disparue. Qui est portée disparue d'ailleurs au même titre que le directeur des finances de la mairie. Peut-être pourrez-vous m'en dire plus tout à l'heure. Et puis, deuxième des choses, vous avez cru bon, mais je pense que, et là prenez-le comme un compliment, l'idée ne vient pas de vous. Vous avez cru bon de rendre illisible ma tribune libre lors de la dernière parution du journal municipal. Alors, il faut savoir que je pense que ce procédé n'est peut-être pas le vôtre, mais vous avez peut-être écouté les conseils de certaines de vos sbires qui vous sont probablement très fidèles d'ailleurs. Il faut savoir que à l'avenir, je ne laisserai plus passer de tels agissements, madame. Ce sera la dernière. Ça sera la dernière, et peut-être que ceux qui vous conseillent seront les premiers à en faire les frais. Je vous remercie. Sur le compte rendu? Oui, Monsieur Marie. Sur le compte rendu en lui-même, Madame le maire, donc pas de commentaire particulier. Je voulais juste simplement ajouter qu'aujourd'hui, si le conseil se tient, c'est grâce à la présence de vos oppositions, puisque le quorum est à 25, et je note que vous n'avez pas mobilisé 25 élus, vous êtes à 22 aujourd'hui. Donc vous pouvez remercier vos oppositions de la tenue et que vos oppositions ne quittent pas la séance. Voilà, Madame le maire, c'est ce que je voulais dire. On peut se remercier tout seul. Alors, ceci étant dit, s'il n'y a pas d'observation, est-ce que tout le monde est pour le compte rendu d'extenso? Donc, qui est contre, ça ira plus vite. Qui n'approuve pas, du coup, le compte rendu? Le compte rendu est tout de même approuvé. Nous allons passer maintenant à l'examen des rapports qui sont à l'ordre du jour. Rapport numéro 1, Monsieur Dudiozer. Madame Monde, vous souhaitiez vous exprimer? Oui. Avant le rapport? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je vais être obligée de partir à 4h10 aux obligations familiales. Espérons. Ouais. Et puis je voudrais quand même, parce que ça n'a pas l'air de venir dans le conseil d'arrondissement, quand même dire mon inquiétude, voire mon indignation face aux forces de police qui depuis 2 jours matraquent et gazent les lycéens, notamment des lycées de nos 2 arrondissements. Donc puisqu'on est tous réunis là aujourd'hui, je demande à ce que nous mettons sous protection citoyenne les lycéens de nos 2 arrondissements. Et remercier quand même... pardon ? Il
faut les mettre dans les lycées, ils seront à l'abri. Non, il faut leurs revendications sont quand même légitimes. Hein. Parce qu'avec ce qu'il nous faut le gouvernement là, sur cette question, c'est quand même très grave. Et la deuxième chose quand même, je voudrais quand même ici remercier publiquement la CGT qui, grâce à leur intervention, ils ont protégé les lycéens ce matin, notamment devant l'inspection académique qui manifestait. Il n'y a pas eu de violence et les policiers ont chargé. Comme ça va dit d'ailleurs à la manif pour le logement. Voilà. Donc je pense que c'est très grave et que nous devons intervenir avec force. Et vive la démocratie à Marseille. Hein. Monsieur Erzala, et ensuite nous passerons à l'examen des rapports. Merci Madame le maire. Moi je voudrais, à contrario de ce que j'ai entendu, remercier nos forces de police pour le courage qu'ils déploient au quotidien. C'est pas facile. C'est des véritables chars à canon aujourd'hui qui sont face à des gens qui ont avec eux des bombes agricoles et d'autres armes. Donc je tiens à leur apporter mon soutien et leur dire que c'est pas facile et que nous, de la France, bien évidemment, on les soutient. Bien. C'est vrai que les minots de 15 ans, ils ont les bombes, hein. Vous avez raison, hein. Vous avez raison. Ceci étant dit, je redonne la parole à M. Daniel pour la présentation du rapport numéro 1. Bien, Madame le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, alors ce rapport est un rapport purement administratif qui est voté lors des conseils d'arrondissement dans toutes les mairies de secteur. En effet, la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002 a accordé aux mairies de secteur un budget d'investissement. Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que ceux-ci. Par conséquent, pour permettre aux mairies de secteur de poursuivre leur programme d'équipement avant le vote du budget primitif, du Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au conseil municipal d'autoriser les maires d'arrondissement à engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux états spéciaux de l'année précédente. Pour ce qui concerne notre secteur, l'autorisation donnée jusqu'à ce que les états spéciaux annexés au budget primitif soient devenus exécutoires s'élève à 77 288 €. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Merci, M. Denis-Dozer. Monsieur Joshua. Dans l'année des votes que nous avons émis sur ce genre de questions depuis le tout début de la mandature, c'est-à-dire le fait qu'on n'a vraiment pas confiance dans la manière dont vous utilisez cet argent, là c'est encore plus le cas, c'est pas votre faute évidemment, mais bon, là on vote quelque chose qui vous est attribué sans qu'on sache exactement ce que vous allez en faire. Vous pensez bien que si vous n'avez pas confiance à l'autre fois, ça sera encore moins le cas cette fois-ci, et donc nous allons confirmer le fait qu'on ne prend pas part au vote de ce genre de questions. Je vous remercie, M. Joshua. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons donc passer au vote. Qui est pour ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui ne participe pas au vote? Le Front de gauche. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Madame Sicard. Madame la maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation de la garantie à hauteur de 55% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 43 626 € que la société Solia, QES et Habitat PAC Méditerranée se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné à l'acquisition et à l'amélioration d'un logement de type 3, numéro 99, Le Grand Verger, situé 79 rue de la Morelle dans le 13e arrondissement. La nuitée provisionnelle annuelle garantie est de 587 €. Comme d'habitude, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne sera pas acquitté à la date d'exigibilité. Madame le maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Je vous remercie, Madame Sicard. Y a-t-il des interventions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, nous allons donc passer au vote. Qui est pour le rapport numéro 2? Alors, Front de gauche, socialiste, etc. Non inscrits, c'est marqué en avant son pour. Qui s'abstient? Qui est contre?
J'espère qu'il ne va pas s'écrouler dans la semaine. Monsieur Herzala et également Madame Arche contre son rapport. Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant. Alors, ce rapport nous demande d'approuver l'intervention de véhicules poids lourds, cars et engins de levage aux travaux publics municipaux auprès des associations et organismes participant aux manifestations d'intérêt communal en contrepartie d'une indemnisation financière conformément au barème annexé à la Convention. Je vous propose de vous présenter celui-ci et le suivant. Le premier concerne donc des véhicules poids lourds et le rapport d'après évoque des véhicules particuliers et utilitaires municipaux qui seraient également mis à disposition auprès des associations et organismes participant aux manifestations d'intérêt communal. Y a-t-il des observations sur les rapports 3 et 4? S'il n'y a pas d'observation, nous allons donc passer au vote. Qui est pour le rapport numéro 3? Tout le monde est pour, le rapport est donc adopté. Même vote pour le rapport numéro 4. Tout le monde est pour. Même vote. Le rapport est également adopté. Rapport suivant, Monsieur Garcia. Madame le maire, monsieur le sénateur, mes chers collègues, la maman et le fiston, chaque matin, quand je me lève, j'ai mal à la tête. Terriblement mal. Pourquoi? Car depuis, je parle, donc si tu peux te taire, merci. On n'a pas élevé le cochon ensemble. Oui. Et tu vois, après on se voit, il n'y a pas de souci dans le bureau. Monsieur Garcia, Monsieur Maggio, s'il vous plaît. Monsieur Maggio, s'il vous plaît. Monsieur Garcia, revenez sur le rapport. Ok. Monsieur Maggio, s'il vous plaît. Monsieur Garcia a présenté le rapport. Ok. Bon, ce rapport a pour l'objet l'approbation de l'exonération au bénéfice de l'Union sportive des cheminots marseillais de la redevance due à l'occupation des locaux usage administratif situés au stade Philibert. Allée Marcel à Marseille, dans le 14e arrondissement. Dans la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, depuis plusieurs mois, cette association ne dispose plus de chauffage et d'eau chaude. Le montant ici de l'exonération est de 575,55 € et constitue un avantage en nature. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Je vous remercie, Monsieur Garcia. S'il n'y a pas d'observation sur ce rapport, nous allons donc passer au vote. Qui est pour l'exonération pour cette association? Tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Rapport suivant, le rapport numéro 6 nous demande d'approuver des travaux de remplacement des menuiseries de 8 écoles du 13e arrondissement, dont vous avez la liste dans le rapport. Je regrette simplement que d'autres écoles ne soient pas concernées par le remplacement de ces menuiseries, notamment l'école élémentaire Rose de Castor, puisqu'on va remplacer celle de l'élémentaire. Donc voilà, pour un montant de 270 000 € pour les études et les travaux. Y a-t-il des oui, Monsieur Marie? Oui, Madame le maire, mes chers collègues, lorsqu'on voit la liste de ces travaux, et vous venez d'indiquer qu'il y en aurait d'autres sur d'autres écoles, on ne peut qu'être inquiet, et je fais le lien là avec le fameux PPP qui nous est proposé par la ville de Marseille, puisque je rappellerai que ce PPP ne va concerner que 34 écoles, pour mobiliser plus d'1 milliard d'euros. Donc la question que je pose, qu'on posera bien sûr encore lundi au maire de Marseille, c'est quid des 400 écoles restantes, puisqu'il y a à peu près 430 écoles sur Marseille, et on va en travailler, le PP ne s'intègre que sur 34 écoles. Aujourd'hui, on a bien pointé qu'en passant en PPP, on a un surcoût pour le contribuable de 73 millions d'euros, que si on était en maîtrise d'ouvrage public, 73 millions d'euros, on peut en faire des stades, des piscines, des crèches, des écoles. Mais là, on a compris qu'on ne pourra jamais le faire, puisque le chef de file de la majorité municipale, M. Morel, a déclaré que les services municipaux n'avaient pas de compétences pour mener à bien les travaux d'autant d'écoles. Donc on peut se poser une question sur l'administration de près de 11 000 fonctionnaires, ne pas avoir la compétence de mener des chantiers sur plusieurs écoles, ça doit nous interpeller également. On note également que sur ce PPP, le délégateur va pouvoir
mettre en œuvre des programmes immobiliers sur du foncier appartenant aux écoles, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des cours d'école rétrécis ou des espaces verts dédiés aux écoles qui puissent être transformés en programme immobilier. Quid de la souplesse aussi du contrat. On a eu le gouvernement qui a proposé le dédoublement des classes de CP en REP et puis cette rentrée au niveau des CE1. Et si demain ou après-demain on a un gouvernement qui demande le dédoublement pour l'ensemble des classes de CE1, comment on fait? Quelle est la possibilité dans le cadre du TPP? Donc aujourd'hui, moi ce que je vous invite, Madame le maire, je ne sais pas si vous comptiez le faire, peut-être voter une motion du conseil d'arrondissement s'insurgeant de la mise en place de ce PPP et de demander au maire de Marseille, et bien sûr à la commission d'appel d'offres qui est compétente dans ce domaine, de déclarer sans suite les premières attributions des premiers lots concernant ce PPP et revenir à un cheminement normal, mettre les moyens conséquents au niveau des écoles, mais pas dans ce cadre de PPP qui va être porté sur 25 ans. 25 ans, c'est 4 mandatures. On est pieds et mailliers pour 4 mandatures avec ce PPP. Merci Marie. Madame Mas et après Monsieur Joshua. Oui, merci. Ça vient en complément de mon collègue. Madame le maire, je pense que vous avez fait un état des lieux sur les écoles du 13-14. Je pense que ça pourrait aussi faire partie de la motion. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut, et on sera largement solidaire sur cette démarche, de pouvoir aller aussi à la mairie de Marseille, un état des lieux, parce qu'on se rend bien compte de la méconnaissance de nos quartiers et de ces écoles, entre autres de l'adjointe et de la mairie de Marseille. La deuxième chose aussi, c'est encore deux questions que je vous pose. La deuxième question, quid sur le lancement sur l'aménagement de l'extension de la zone du Technopole sur Château-Lambert, ce projet d'école qui est bien écrit, l'on a bien voté sur un rapport. On sait que pour le lancement d'une école, pour la construction d'une école, le temps varie entre 5 et 8 ans. Je vous laisse imaginer quand on voit déjà les constructions qui peuvent se faire autour des parents. Donc quid aussi de cette école? Quid de cette école? Pour l'instant, commission d'appel d'offres, bien sûr, rien n'est passé. On est bien loin de la première pierre. Donc l'inquiétude est grande. Autant ça va dépasser les habitants de Château-Lambert, bien au-delà. Et on pense aussi aux nouveaux arrivants, à la circulation et aux problématiques donc pour les familles de pouvoir scolariser leurs enfants. La troisième question, on voit fleurir comme chaque année sur nos superbes écoles des bateaux de modernisation. Alors les temps changent sur la communication chaque année par notre mairie centrale. Mais encore une question sur l'école de la Croix-Rouge, pauvre école de Croix-Rouge Village, qui aujourd'hui n'a toujours pas de self. Alors je pense que la publicité sur les selfs date maintenant depuis au moins 3 ou 4 ans. On a beaucoup de retard, ne serait-ce que sur l'école de la Croix-Rouge Village. Merci. Monsieur Joshua. Je vais aller dans le même sens. Bon, vous me direz, c'est enfoncer les portes ouvertes, mais de temps en temps, il faut le faire quand même, parce qu'à force, on se demande pourquoi on parle, à qui on parle. On a réussi à faire en sorte qu'enfin les médias locaux et nationaux comprennent qu'il se passait quelque chose dans nos écoles, et rien ne change. Je lis là, madame, que nous allons voter quelque chose sur des travaux, mais d'abord des études. C'est-à-dire que nous en sommes encore à l'étape des études, alors que n'importe quel habitant de ces quartiers et plus largement de la ville n'a pas besoin d'études pour savoir exactement quelle est la situation dans nos écoles. Ce retard est absolument... on ne peut que s'indigner par rapport à ça, et même d'un certain point de vue, d'avoir une honte d'être représenté par des gens aussi incompétents. Et alors, comme l'incompétence a une limite, très certainement, ça dépasse cette question d'incompétence. Nous le savons bien à la réaction que le maire de Marseille a eue par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait qu'il y a des Marseillais et des Marseillaises qui sont des Marseillais et des Marseillaises, et tout le reste de la population qui n'existe pas à ses yeux. Parce que, vous voyez, je disais à mes amis là, qu'est-ce qu'on aurait pu s'attendre à voir le maire de Marseille par rapport à nos écoles, par rapport aux bâtiments qui se sont... On aurait dû s'attendre à ce qu'ils réagissent immédiatement en disant « Oh mon Dieu, comme c'est triste, je pleure ». Et nous, on aurait dit « Oh, c'est l'arbre de crocodile ». Ça, c'était normal. C'était ce qui était prévu. Il n'a même pas fait ça, il n'a même pas eu l'idée qu'il y avait quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et c'est encore le cas pour les écoles, avec le retard que nous avons dans ces conditions-là. Il vous a été proposé, et nous nous associons à cette demande, que l'on puisse, en tant que conseil d'arrondissement, faire un état des lieux, voter
partout, je suppose unanimement, y compris par le groupe de la majorité municipale, pourquoi pas, sur l'état réel de nos écoles. On n'a pas besoin d'une étude, pour ça bien sûr on a besoin d'experts, ça j'ai bien compris, c'est pas nous qui allons refaire tout ça, ça j'ai compris. Mais qu'on puisse mettre sur la table la situation dans laquelle nous sommes, parce que ça, c'est notre population, c'est notre jeunesse, la jeunesse qui sera ensuite dans les collèges et dans les lycées, et auquel on fait la situation que nous connaissons, parce que M. Arzala, s'il sort dans la rue, les jeunes, c'est pas pour rien. Vous voyez, alors c'est plus votre chef, mais Marine Le Pen, de manière très étonnante d'ailleurs, a dit, il n'y a pas longtemps, a dit, j'espère que son gouvernement ne sera pas en situation de devoir faire tirer sur sa population depuis 50 ans, dit-elle, depuis un demi-siècle. Elle a raison. Mais ce qu'elle oublie de dire, et que vous devriez savoir, M. Arzala, c'est que ça a déjà été fait à Marseille. On a tiré sur une personne qui était au 4e étage, qui n'avait rien à voir avec rien. Qui a tiré, M. Arzala? Qui a tiré? L'enquête le dira. M. Arzala, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'enquête le dira. Mettons-nous d'accord sur une chose. Si c'est vraiment des policiers qui ont fait ça, j'espère que vous viendrez expliquer ici qu'il y a des bons policiers et des mauvais policiers, et qu'on n'a pas les solutions de cette manière-là. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dame qui a 80 ans au 4e étage n'était pour rien dans ce qui se passait. Pour rien dans ce qui se passait. Elle y a laissé, M. Arzala, elle y a laissé sa vie. Et moi je dis, pour une fois, quand Marine Le Pen a dit quelque chose de juste sur cette question, je dis attention, qu'on ne continue pas de cette manière-là avec nos jeunes. Parce que quand les jeunes sont dans la rue, on sait bien à quel point ça peut être dangereux. Je reviens sur les écoles, et je termine cette question en soutenant la proposition qui vous a été faite. Essayons d'avoir, vous l'avez déjà fait, madame, donc je le sais bien, vous l'avez fait souvent, vous avez fait ça, mais est-ce que vous ne pouvez pas donner un appui, disons, plus solennel de notre conseil d'arrondissement pour dire, voilà la situation que nous avons ici, nous savons qu'ailleurs c'est pas mieux, mais au moins chez nous, voilà ce qui se passe. Et évidemment, qu'on puisse dire à tout le monde qu'on arrête avec cette histoire de PPP, qui est une fortune donnée pour rien, enfin donnée pour rien, donnée à certains, on voit bien quelle est la situation. Alors, il faudrait qu'on puisse avoir un conseil municipal spécial sur ces questions, comme d'ailleurs on devrait avoir un conseil municipal, je ne crois pas un conseil d'arrondissement, un conseil municipal spécial sur la question du logement. Je vous remercie. Je n'ai pas attendu, M. Marie, que vous nous fassiez part de votre point de vue pour demander au maire de Marseille un conseil municipal extraordinaire sur les écoles de la ville. Cela fait à peu près 4 ans que je lui demande d'organiser ce conseil municipal. Et malheureusement, il ne nous entend pas, et force est de constater que ce conseil municipal n'a jamais eu lieu, et que nos écoles continuent de se dégrader. Donc l'état des lieux des écoles des 13e et 14e arrondissements existe, puisque les élus de la majorité assistent à tous les conseils d'école, et on a un récapitulatif en mairie de secteur, justement, de toutes les problématiques que nous rencontrons dans nos écoles. Donc une intervention sera faite lundi, je pense, en conseil municipal, au sujet de l'état de nos écoles en général, car effectivement, changer les menuiseries, c'est bien, mais il n'y a pas que ça comme problème dans nos établissements. Un autre problème que nous rencontrons aujourd'hui dans les écoles de notre secteur, c'est le manque de place, comme vous l'avez soulevé, Madame Masse. Et là aussi, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour interpeller le maire de Marseille, je l'ai déjà interpellé il y a plusieurs mois, concernant notamment les constructions que nous allons avoir dans le quartier de Saint-Mitre. La réponse de notre maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, c'était qu'il nous a construit une école à Sainte-Marthe. Malheureusement, géographiquement parlant, les enfants de Saint-Mitre n'iront pas à l'école de Sainte-Marthe. Il faudra trouver une solution à proximité de ces constructions. Et la problématique de manque de place ne concerne pas que les écoles du 13e arrondissement, mais également les écoles du 14e, et j'en suis convaincue, l'ensemble des écoles de la ville. Donc voilà, comptez sur nous pour continuer à nous mobiliser pour nos enfants, pour qu'ils puissent continuer, du moins qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions. Sachez d'ailleurs que la mairie de secteur, on l'a évoqué au dernier conseil d'arrondissement, soutient les écoles avec les moyens qui sont les siens, en permettant donc à certaines d'entre elles de bénéficier d'activités, on va appeler ça périscolaires, des activités scolaires, sportives, culturelles et artistiques, financées par la mairie de secteur. Quant à votre question, Madame Masse, concernant le lancement de la création de l'école de Château-Gombert, bien évidemment, c'est pas pour tout de suite, comme tous les projets de construction d'équipements sociaux, d'équipements culturels, sportifs, sur la ville de Marseille, ça prend du temps. J'espère que la construction de l'école prévue dans la ZAC 2 de Château-Gombert verra le jour avant les 600 logements qui vous ont été présentés sur cette ZAC également, mais j'en doute. Je pense avoir répondu à l'ensemble de Madame Ondala, vous vouliez soulever quelque chose?
Normalement, c'est avant, mais bon, c'est pas grave. Non, puisque vous venez de dire que vous avez le récapitulatif de l'état des écoles, c'est pour savoir si on pouvait avoir un double, tout simplement. Moi, je pense qu'on va pouvoir. Voilà. Ça peut toujours servir, merci. Ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir passer au vote de ce rapport. Qui est pour le changement des menuiseries dans les écoles du 13e arrondissement? Du 13e, pardon. Tout le monde est pour, le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Mme Dino Serra. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'extension et du réaménagement de la crèche Les Alpines, 28 chemin de Château-Gontier, il est nécessaire d'augmenter la capacité d'accueil de 20 places supplémentaires pour compenser la perte des places liées à la fermeture de la crèche des Oliviers. C'est une opportunité pour porter à 62 le nombre de places tout en optimisant l'espace et la cohésion de l'ensemble des locaux. Il est donc proposé de conduire des études de maîtrise d'œuvre qui permettront de définir un projet d'extension et de réaménagement de cette crèche. Il convient donc d'approuver l'affectation de l'autorisation du programme Mission mi-scolaire, crèche et jeunesse année 2018, relative aux études à hauteur de 265 000 €. Je vous prie, Madame la maire, de mettre ce rapport en place. Merci, Madame Dino Serra. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Oui. Oui, c'est encore une étude. C'est encore une étude, et bon, c'est facile avec une calculette, ça fait 13 250 €. Le berceau. Ne serait-ce que pour l'étude. Moi, je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui, et la ville de Marseille, et dans différents sujets, on ne peut pas se payer trop de luxe, il me semble. Moi, je pense que c'est pas trop sérieux encore de se retrouver avec un coût. Alors, non pas de faire la création, loin de là, mais sûrement de faire de fortes économies sur le montant qui nous est donné là, ne serait-ce qu'il n'est qu'une question de projet. Merci. Merci Madame Mas, d'autant qu'on nous propose l'augmentation de 20 places sur la crèche des Alpines, sachant que la crèche des Oliviers comptait 35 berceaux, donc on a encore un manque de 15 places minimum sur le secteur, puisque donc c'est 35 berceaux sur la semaine, et c'est plusieurs enfants qui fréquentaient cet établissement. Je vais donc mettre le rapport aux voix. Qui est pour ce rapport? Tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Alors, le rapport suivant nous demande d'approuver l'autorisation donnée à Monsieur le maire de Marseille de solliciter une subvention de 301 400 € auprès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du Fonds européen de développement régional, donc le FEDER, pour la création du centre social Saint-Just-Corot et d'une aire multi-activité qui se trouve impasse Signoret dans le 13e arrondissement. Y a-t-il des observations, des remarques sur ce rapport, Monsieur Marie? Oui, Madame le maire, donc bien entendu, ce rapport en lui-même ne pose pas de problème, mais aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une opération de relogement qui est en cours au moment où on parle au niveau du parc Corot. Donc le parc Corot, c'est une propriété dégradée de secteurs comme d'autres, comme Maison Blanche, comme les Rosiers, comme également le Mail. Donc c'est vrai que la majorité de la mairie de secteur précédente avait œuvré au niveau de ces propriétés dégradées en demandant aux collectivités locales de se réunir pour mettre en place des plans de sauvegarde. Ces plans de sauvegarde, aujourd'hui, on peut considérer qu'ils n'ont pas été suffisants au vu de la dégradation qui s'est poursuivie dans ces propriétés, et notamment au parc Corot. Aujourd'hui, il faut quand même souligner la volonté de l'État et du ministre de la Ville, puisque je rappellerai que sur les 3 milliards d'euros mis sur la table pour les propriétés dégradées et sans intervention des collectivités territoriales, puisque ces 3 milliards d'euros se décomposent avec les budgets de l'Agence nationale de l'habitat et de l'ANRU, ils vont concerner 17 grandes copropriétés en France, 5 seront sur Marseille, dont 2 sur notre secteur, Maison Blanche et justement le parc Corot. Je rappellerai également que dans le cadre de la loi Elan, je ne sais pas si monsieur le sénateur a voté la loi Elan, vous avez voté ou pas, je ne sais rien, mais en tout cas, il y a un article très intéressant pour les habitants de ce secteur, puisqu'il était décidé que la force publique va pouvoir frapper au portefeuille les marchands de sommeil en confisquant leurs biens, comme des trafiquants de drogue, et en les empêchant d'acheter d'autres biens pendant 10 ans. Pour revenir au parc Corot, aujourd'hui, on voit qu'une des questions centrales de ce propriété dégradée, c'est aussi le relogement,
Je vous invite, je pense que vous avez peut-être été faire un tour ces derniers jours pour voir la manière dont sont traitées les personnes qui sont relogées. On leur indique le lundi qu'ils vont à Frévalon, puis le mercredi, le camion de déménagement arrive et les amène aux Iris, ou le surlendemain où ils arrivent et ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz, ils doivent se débrouiller. En fait, ils sont laissés complètement à l'abandon. Il y a vraiment un abandon total de la mairie centrale. Donc, Madame le maire, moi là aussi, ce n'est pas votre faute bien sûr, mais je vous invite quand même à vous substituer à la carence de la mairie centrale en mettant peut-être un ou deux collaborateurs à disposition pour faire un petit peu l'aiguillage, faire entre guillemets un travail d'assistance sociale qui est nécessaire. Là aujourd'hui c'est Madame la députée, ses collaborateurs, Madame Louis qui fait ce rôle d'assistance sociale qui aiguille l'ensemble des habitants de cette propriété dans les démarches, qui n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Et donc voilà, je vous invite, si vous pouvez mettre un ou deux collaborateurs à disposition de ces habitants qui sont aujourd'hui complètement perdus. Il y a des problèmes, je sais que vous êtes très sensible aux problèmes de l'école, il y a des problèmes de déscolarisation, parce que quand vous avez vos enfants qui sont inscrits au parcours et qu'on vous envoie à Frévalon ou qu'on vous envoie au Sèvres ou au Laurier, il y a peut-être une volonté des familles pour ne pas couper le lien de conserver les enfants tous dans la même école, mais rien n'est pris en compte, pas même des tickets de transport auprès des familles pour se rendre sur les lieux. Donc le problème du relogement, c'est vraiment une question centrale. J'invite aussi qu'on puisse intervenir, donc moi je le ferai, et je suppose que vous également, pour que dans le cadre du projet on va dire de prise en compte du parcours dans le cadre de ce plan de propriété dégradée, qu'on puisse aussi inclure le périmètre de l'école, qu'on ne considère pas simplement le bâti, mais l'ensemble de l'environnement, et que l'école puisse être aussi requalifiée dans ce périmètre. Et je dis également à ce problème de relogement de ces habitants du parc Corot, au problème du logement social, parce que si aujourd'hui on a des difficultés à reloger, il n'y a pas de volonté politique de Marseille de reloger, alors que ce soit sur le centre-ville ou dans nos propriétés dégradées des quartiers nord, c'est aussi le problème du logement social qui est mal réparti dans cette ville, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On enlève des personnes de ces propriétés dégradées et on les remet dans le parc social des quartiers nord. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence dans les autres arrondissements. Donc je vous invite vous aussi à œuvrer dans ce sens et demander qu'on puisse avoir des logements sociaux dans les autres arrondissements de Marseille. Alors vous le faites effectivement au conseil d'arrondissement régulièrement, mais simplement je vous invite à le faire en acte, puisque dans vos conseils d'arrondissement, je rappelle que vos élus, les élus de M. Ravier, puisque c'est le chef de file, votent toujours contre les logements sociaux dans le 6e, dans le 8e, dans le 7e, dans le 4e, dans le 5e arrondissement. Donc voilà, donc je vous invite à mettre en accord vos actes avec vos paroles. Voilà, donc vous avez déjà une première partie de la réponse. Dans le 9-10, certaines constructions de logements sociaux ont été également votées favorablement. Je serais quand même curieuse de savoir ce que vous avez fait quand vous étiez à notre place pour le parcours. Ah oui. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours au même point. S'il vous plaît. Ah, Madame Cordier, vous voulez prendre la parole? Je suis tellement ravie. Vous avez bien fait de venir. Heureusement, mesdames, messieurs, chers collègues, je ne comptais pas intervenir sur ce dossier parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi en conseil municipal qui vont intervenir, mais il y a des choses que j'ai entendues que je ne peux pas les laisser passer. Je voudrais rappeler qu'on est à 1200, attendez, je vais vous donner le chiffre exact, nous sommes à 199 immeubles évacués, 48 dans la zone de Noailles et 151 en dehors. Et que nous sommes à 1561 personnes qui ont été évacuées et nous en hébergeons 1232 ou quelque chose comme ça. Donc nous hébergeons, je vous rappelle que nous devons, c'est normalement les propriétaires qui doivent héberger les locataires et que nous avons pris la mesure en créant et un numéro et un point d'accueil fixe pour toutes les personnes de tout Marseille. S'ils ont un souci, s'ils ont un problème là-dessus, une angoisse, ils téléphonent et on prend de suite les mesures qu'il faut pour analyser si l'immeuble a un péril ou pas. Donc là, nous assumons complètement les responsabilités qui ne sont pas totalement des responsabilités. Ça aurait été bien aussi que la préfecture le fasse. Je suis enchantée que Madame la députée se soit occupée de tout.
parce que, dans ce que j'entends, parce que moi je ne l'ai jamais vu. Ce que je peux dire, c'est que la mairie du 1-7 et tous les fonctionnaires du 1-7, dès le premier jour, ils ont ouvert jour et nuit la mairie et ils ont accueilli, et ils ont écouté, et ils ont fait des fiches, fait l'identité de toutes les personnes pour pouvoir rassurer les familles, pour dire cette personne est bien vivante, elle n'a pas été ensevelie, parce que là, à un moment, il y avait aussi ce souci qu'il fallait avoir, que certaines personnes véhiculent auprès des gens qui sont évacués en disant « mais on ne s'occupera pas de vous, vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas là », alors qu'ils sont pris en charge complètement. Donc si on arrêtait de donner des fausses informations à des personnes qui sont dans la détresse, parce que quand on a des mesures d'évacuation, je comprends l'état psychologique des gens, parce que c'est très, très dur à vivre. Mais à un moment, ne rajoutons pas du feu là, au malheur des gens. Il y a un moment, il faut dire les bonnes informations comme il faut. Il y a une cellule, il y a tous les jours une réunion à la préfecture avec M. Ruas, avec tous les services concernés, et à la rue Bouveau, une antenne spéciale pour les évacuer. Arrêtons, en voyant tout le monde là, ne disons pas quand ils vont au Flamand ou un truc comme ça. Dans les logements sociaux qui ont été réquisitionnés, puisque tous les logeurs sociaux ont mis à disposition ou ont été réquisitionnés sur des logements vides, c'est mis à disposition, les gens acceptent ou refusent. On n'a pas, moi je dis par exemple par rapport à HLP, puisque je siège à HLP, nous avons qu'un immeuble qui est au centre-ville, c'est au boulevard Garibaldi, que nous venons à peine de réceptionner, puisqu'on l'a depuis 6 mois. C'était des logements qui étaient pour les étudiants du lycée Thiers, et nous les avons pris au sein de HLP. Comme c'est des logements étudiants, c'est des T1, la plupart ne peuvent pas être compatibles avec la composition familiale des gens qui sont hébergés. Donc les gens qui veulent, on leur propose des logements, on leur a proposé des logements dans les quartiers sud, que ce soit, alors je peux dire, je ne viens pas dans, on leur a pas proposé de Frévalon, etc. Hein, on leur a proposé des logements dans des endroits qui étaient les plus proches de là où ils avaient de la famille, etc. Il y en a qui ont refusé, il y en a qui ont accepté. Alors le nombre de baux qui ont été signés, je ne sais pas si je l'ai, mais je dois l'avoir. Il y a 240 logements sociaux et 27 logements privés qui sont disponibles. Et on a fait 107 propositions. Il y a des personnes qui sont où on leur propose des bails temporaires parce qu'ils vont récupérer, après travaux, ils vont récupérer leur logement. Donc on n'a pas à leur faire un truc. Sauf que la préfecture nous a dit que pour les logeurs sociaux, des baux précaires, c'était contraire à la loi. Tout le monde nous aide, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il y a tout le monde qui n'a pas compris que ça voulait dire l'urgence et comment il fallait l'aider. Donc, on a eu 39 refus de logement, 29 baux qui ont été signés et on en a 107 en attente. Voilà l'état d'aujourd'hui, hein, pour vous dire ce qu'il en est. La légende de dire les gens, on regarde où les gens sont scolarisés, on leur donne des tickets de RTM, des passes de RTM pour qu'ils puissent se déplacer. On leur propose pas que des sandwichs, comme j'ai entendu, des plateaux repas, etc., qui sont servis vraiment. Et le souci qu'on a, c'est que là, il faut que ces familles ont un toit sur eux, là, quelque chose. Et la plupart sont dans des hôtels qui sont des appart-hôtels, pour qu'ils aient cette cellule familiale qui soit là, et surtout pour la période des fêtes qui arrive. Donc ce souci humain, nous l'avons, et arrêter de véhiculer la ville ne fait rien, la ville fait ce qu'elle devrait faire, mais elle le fait parce qu'elle doit le faire. Je ne suis pas en train de... On doit le faire parce qu'on est dans un cas d'urgence, un cas humain, on n'est pas sur des chiffres, on est sur des hommes, sur de la chair humaine, et qu'à un moment, il faut que tous on aille dans le bon sens. Donc, moi, je ne supporte pas qu'on ne soit pas solidaires tous entre nous là-dessus, parce qu'il y a vraiment des cas extrêmes. Et entendre ce que je viens de dire, vous venez de dire, M. Marie, je ne peux pas l'entendre. Quand j'entends ce que vous me parlez... Pour le parcours, on l'a dit, j'ai pas dit pour les autres. Pour le parcours, ils ont été évacués vendredi. En tête à tête avec les déménageurs. Là, le seul interlocuteur qu'ils ont vu, c'était le déménageur. C'est tout. Allez-y, ils sont en train de déménager encore aujourd'hui. Allez-y, on va faire l'histoire. Vous vous rendrez compte? On va, les chauffeurs. Bon, à un moment, il y a peut-être une information quand ils n'ont pas vu. Quand on les déménage et tout, il y a une cellule qui les suit.
c'est fait. Et le parc Corot, s'il est dans cet état, je vous rappelle que le parc Corot, le premier immeuble qui a été démoli pour cause de vétusté, c'est la tour B de Corot, et ça, c'était une tour privée, et c'est le premier immeuble qui a été démoli ici à Marseille, et même en France, hein, on avait là-dessus, et que quand vous étiez aux affaires aussi bien à la région qu'au département et autres, je n'ai pas vu par rapport à la politique de la ville, bien que tout le monde disait on a fait le plan de sauvegarde, il est tellement le plan de sauvegarde qu'il n'était même pas dans le plan de politique de la ville, et il n'était pas marqué que le parc Corot et la tour A étaient en copropriété dégradée, parce que le parc Corot, il est scindé en deux, vous le savez très bien, il y a une partie, et la tour A a été remise en dehors parce qu'il y avait des marchands de sommeil et qu'on ne voulait pas. Et à l'époque, tout le monde a dit ah oui, on s'en occupe, c'est dans la politique de la ville, etc. Sauf que quand on est arrivé aux affaires, je me suis aperçu qu'il n'y était pas. Donc, vous n'avez pas de leçon à nous faire là-dessus, monsieur Marie. On se respecte beaucoup, on s'aime beaucoup, mais sur le parcours, je ne peux pas supporter parce qu'on nous a menti. Les habitants de Saint-Just, des Charmilles et du parc Corot ont entendu beaucoup de sérénades et surtout les veilles des élections. Hein, quand on venait leur dire votez pour moi, tu fais venir le copain et tout, au vote, et tu verras, Corot, on s'en occupe. Je me rappelle un conseiller départemental qui était général à l'époque, qui ne savait même pas que c'était une copropriété privée, qui croyait que c'était un logement social. Et je n'en aurais pas le nom. Voilà. Merci Mme Cordier. Oui, et après on va clore le sujet. Madame Mas. Merci beaucoup. Mme Cordier, je vous respecte aussi beaucoup, vous le savez, donc mes propos seront aussi pour l'ensemble, on va dire, hein, pour de la municipalité aujourd'hui de Marseille. Vous aussi, vous ne pouvez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Des gens, aujourd'hui, je ne peux pas entendre les autosatisfactions de la ville de Marseille aujourd'hui, Mme Cordier. C'est un petit peu ce que j'ai entendu, moi. C'est difficile. On ne peut pas aujourd'hui se dire les gens ont été relogés dans de bonnes conditions. Ce n'est pas possible. Ils se retrouvent avec des loyers qui dépassent de 300 à 400 euros, ce qu'ils payaient avant. Ils se retrouvent avec des déplacements compliqués. Ils se retrouvent, ceux qui sont dans les hôtels, à avoir des informations du propriétaire de l'hôtel, qui lui dit, en fait, dimanche, vous partez. Vous partez. Je veux dire, on ne peut pas... Je vous comprends. Je veux vous battez pour votre majorité, vous vous battez pour votre maire, mais à un moment donné, on ne peut pas entendre aujourd'hui la ville de Marseille qui dit on a tout fait. Non. On en est aujourd'hui à ce point-là parce que rien n'a été fait. Et à un moment donné, c'est de la responsabilité. Vous parlez du préfet, vous parlez des services d'État, la mairie de Marseille. La mairie de Marseille, les commissions qui n'ont pas été tenues en temps et en heure quand il y a eu des problématiques sur des lieux insalubres. Tout vient de là. Donc je suis désolée, je ne pouvais pas entendre, avec tout le respect accordé que je dois, d'entendre un petit peu de part d'autosatisfaction de la ville. Merci. Je n'ai pas fait d'autosatisfaction, excusez-moi si j'ai donné cette impression. Mais les réunions de l'ARS, c'est pas la mairie qui les provoque, c'est l'ARS, c'est l'ARS qui le... Bien. La mairie de section, pas du tout. Monsieur Ravier. Merci, juste un mot pour dire que je n'ai rien à dire. Donc ça sera bref. Nous réservons notre analyse pour le débat qui aura lieu lundi matin au conseil municipal, et si tant est qu'il puisse se tenir. Si tant est qu'il puisse se tenir, j'espère que la manifestation qui est annoncée aux abords de l'hémicycle de Bargemont sera un modèle d'exemple du respect des droits de chacun, le droit de manifester, le droit de siéger et de débattre. Mais je ne doute pas que cette manifestation se passe dans le cadre et que les conseillers municipaux puissent, comme le maire de Marseille le souhaite, s'exprimer sur ce qui s'est passé et les suites qui sont données à ce drame du 5 novembre dernier, que les conseillers municipaux puissent s'exprimer. Nous le ferons longuement, fort d'arguments et d'historiques qui, tout ça rappellera les responsabilités et des uns et des autres. Merci, monsieur Ravi. Donc, je ne vais pas revenir
l'ensemble des points que vous avez évoqués. Juste vous dire que j'étais pas plus tard que vendredi dernier au téléphone avec M. Baudin, donc le maire de Marseille, pour faire le point sur les évacuations des immeubles de notre secteur. Donc je m'y intéresse fortement et j'ai également saisi le préfet pour pouvoir assister au comité de suivi qu'il va mettre en place pour pouvoir également participer à ces échanges et avoir les informations pour pouvoir les retransmettre aux habitants des 13e et 14e arrondissements. Ceci étant dit, donc on va passer au vote de ce rapport. Je crois qu'on n'a pas voté. Qui est pour la demande de subvention auprès du conseil régional, pour le FEDER, auprès de la région? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant. Alors ce rapport a pour objet, dans le cadre du soutien aux centres sociaux, d'approuver le versement d'acompte sur le budget 2019. Donc vous avez la liste des centres sociaux concernés et également la liste pour lesquels nous serons favorables et ceux pour lesquels nous sommes défavorables. S'il y a Monsieur Joshua. Merci Madame la maire. J'ai entendu une péto, comme on dit, le fait que pour pas changer. Mais si, j'ai dit, il y a des choses qui changent. Non pas ce que vous proposez, mais vous savez, l'accumulation à chaque fois de nous faire voter la même chose. Bon, en philosophie, on appelle ça le changement de la quantité en qualité, parce que maintenant on peut avoir un jugement général. Depuis le début, je me demandais à quoi ça faisait penser, cette façon de faire, de nous proposer politiquement, de distinguer les uns des autres. Je me demandais. Et là, j'ai la réponse. Parce que, vous voyez, on dit qu'il y a un péché originel de notre gouvernement, qui est d'avoir fait voter l'ISF au début, et de toujours maintenir le fait qu'on va continuer à donner de l'argent aux riches et pas aux autres. Là, c'est un autre débat, évidemment, ça ne nous concerne pas ici, dans cette salle, très directement. Mais c'est un péché originel. Et c'est le vôtre aussi, celui-là, tel que vous le votez là, ici. Parce que dans pas longtemps, nous allons passer devant les électeurs et les électrices. On verra. Hein, M. Ravier dit toujours, on verra, effectivement. Il a raison, c'est en définitive les urnes qui finiront par trancher ce débat. Donc nous allons voir, mais avec quel bilan vous allez vous présenter, au final? Soit sérieusement. Vous allez vous présenter, avec des dépenses somptuaires, pour dire, voilà, chaque année... oui, donc voilà, toujours pas d'ailleurs, je ne sais pas si M. Marie a fini par avoir les documents correspondants, à savoir... Bon, on l'aura sans doute après avoir repris cette mairie, quand on aura fait l'audit, et on verra un peu ce qui se passera à ce moment-là. Très bien, donc il y a ça, et puis ce péché originel-là, c'est-à-dire l'insulte donnée à toute une partie des habitants de nos secteurs. Les gens sont pris à la gorge. On le voit dans les gilets jaunes, on le voit dans nos cités, on le voit partout. Et vous, tout ce que vous faites, c'est de dire non, ça ne me plaît pas, lui je donne, l'autre je donne pas. Vous ne pouvez pas le faire, malheureusement. Enfin, heureusement, parce que c'est pas vous qui décidez, en définitive. Mais si vous étiez aux affaires, c'est ce que vous feriez. Et ça signifie que ce péché originel-là, les gens commencent à comprendre partout pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour votre boutique, pas pour les gens. Vous travaillez pour ceux qui sont dans la ligne ou qui peut-être ne peuvent être dans la ligne, mais ceux qui, peut-être dans leur activité générale, ça ne vous plaît pas, censure, dictature, comme on voit maintenant dans toute une série de pays. C'est le péché originel qui va vous être renvoyé, comme d'ailleurs, comme Mme Cordier, je suis désolé que ça tombe sur vous, Mme Cordier, parce que vous êtes là. Voilà, vous avez eu le courage de me le dire. La dernière fois, il n'y avait personne dans le groupe pour essuyer, excusez-moi Mme Cordier, pour essuyer la tempête. Vous êtes là, vous vous êtes défendu quand vous avez pu, mais il y a des fois, vous savez, des causes, on a beau être extrêmement au courant et extrêmement volontaire des causes qui sont indéfendables. Voilà, vous savez bien, c'est indéfendable. Tout ce que vous nous avez raconté, je veux bien admettre que vous le voyez comme ça, mais quand par dizaines de milliers, tous les 15 jours, les gens sont dans la rue pour vous dire non, c'est pas ça qu'on leur ressent, il faut bien écouter un peu de ce que disent les gens. Non, ils ne le voient pas quand vous le voyez. Ils le voient toutes les difficultés qui ont été alignées, bon, et ça qui est dans la presse tous les jours. Donc ça ne peut pas être ça. Et puis ensuite, il y a, je ne sais pas ce que M. Ravier va avoir comme dossier à sortir au conseil municipal, moi j'y suis pas, donc je profite pour le dire ici. Je n'ai pas de dossier, moi. Mais je ne sais pas ce que ça va donner en définitive. Pourquoi tout ça, ça a commencé concrètement, le 63, le 64, mais c'est vous. Le 63, c'est vous qui en êtes propriétaire. C'est vous qui en êtes propriétaire. Alors, peut-être que c'est de là que vient l'effondrement. Je ne sais pas. Si c'est ça, c'est vous. Ne dites pas, c'est pas nous. Et le 65, on découvre qu'un nombre considérable de propriétaires de là sont des gens de votre majorité municipale ou régionale. Alors écoutez, madame, moi, je vois bien qu'on dise, nous on n'est pas.
Non, c'est indéfendable, madame. C'est pas- C'est indéfendable. Je n'ai pas- Le péché. Je n'ai pas dit J'ai insisté, je vais terminer là, sur le péché originel du gouvernement, sur le péché originel de cette majorité ici, dans ce secteur, tel que je le vois. Et le vôtre, madame, le vôtre. C'est depuis le début. Ça fait tellement d'années que vous êtes là. Alors, monsieur avait dit, il n'y a pas que, il y en a d'autres, etc. Certainement, il y en a plein d'autres. Mais en fait, quand on soit dans la situation que le gouvernement vous mette sous demi-tutelle, c'est que quand même il y a quelque chose. Parce que si jamais tout vous roulez sur là, maintenant, je veux dire maintenant, pas seulement tout ce que vous avez fait pendant des dizaines d'années. Alors écoutez, Madame Cordier, je suis heureux que vous soyez là. Je suis désolé que ça tombe sur vous, je le dis comme tous nos collègues ici, mais il y a des choses indéfendables. Voilà. Comme d'ailleurs, Madame le maire, je termine sur ça, est indéfendable la façon de... Comment vous pourriez aller dire aux gens que vous avez dit que pour telle et telle raison, eux n'auraient pas droit aux sorties, n'auraient pas droit aux activités des centrales, n'auraient pas droit aux activités mises par le centre social. Là, j'ai bien compris. N'aurait pas droit à toutes ces activités-là qui sont faites pour eux, n'aurait pas droit au soutien scolaire qui peut être fait là, n'aurait pas droit aux activités des femmes. Tout ça, vous votez contre ça? C'est ça que vous allez leur dire. Vous ne pouvez pas leur dire. Si vous allez de la même façon que vous l'entendez, quand vous serez en phase 2, vous direz on a fait, alors que non, ce que vous avez fait, c'est un choix purement politique, idéologique, et il y a des moments où ça fait tomber les immeubles, les choix idéologiques, il faut quand même l'entendre au gouvernement. Donc il faut passer par-dessus toutes ces questions politiques, ces questions politiciennes, et de dire nous travaillons pour notre population. Je ne peux pas vous laisser dire, M. Joshua, que la mairie de secteur actuel ne travaille pas pour l'ensemble de la population des 13e et 14e arrondissements. Je ne vais pas revenir sur les écoles, mais vous savez très bien que je m'en suis occupée pendant plus de 4 ans et que je continue à le faire aujourd'hui. Et que là, nous avons aussi bien agi pour les habitants, pour les enfants des écoles de Font-Vert, de la Maison Blanche, du Canet, que pour les enfants de Château-Gombert, de Saint-Mitre, de Frévalon et de Saint-Jérôme. Tout le monde est traité de la même façon par la mairie de secteur. Vous connaissez notre position sur notre choix sur ce rapport-là. Je ne vais pas revenir à chaque conseil d'arrondissement puisque ce rapport revient régulièrement sur les explications. Mais voilà, je ne peux pas vous laisser dire que la mairie de secteur agit que pour une partie de la population. Monsieur Dudiozer, quand Monsieur Raquet était le maire du secteur, a refait toute l'avenue de Frévalon alors que les élus qui étaient à notre place avant n'ont jamais rien fait pour ce secteur. Nous nous sommes également rendus, Madame Montagnard peut en témoigner, à la Maison Blanche il y a quelques semaines pour rencontrer les habitants et voir les soucis qu'ils rencontraient dans leur quartier. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'on fait que pour une partie des habitants. Ceci étant dit, nous mettons le rapport au voix. Qui est pour? En l'état. Le rapport en l'état, bien évidemment. Alors, la majorité est... Non. Madame Barouche et Monsieur Arzala. Qui est contre ce rapport? Monsieur Joshua, vous... Non, un PDB sur ça. Madame Cordier, qui s'abstient et qui ne participe pas au vote. Donc Monsieur Marie ne participe pas. Front de gauche, Madame Cordier et les deux non-inscrits. Ceci étant dit, nous passons... Le rapport est donc adopté en l'état. Nous allons passer au rapport suivant qui concerne le nouveau projet éducatif de territoire, mais uniquement pour l'année scolaire 2018-2019. Ce nouveau projet éducatif de territoire intègre le plan mercredi, assorti donc de la charte qualité en vue d'une labellisation de l'État et de la caisse d'allocation familiale, ainsi que 2 conventions PEDT et la charte qualité plan mercredi qui sont également jointes. La nouveauté de ce PEDT, pourquoi un PEDT? C'est parce qu'il y a eu la fin des TAP au sein de la ville de Marseille et que le gouvernement a décidé de mettre en place le plan mercredi, donc annoncé, si je ne me trompe pas, au début de l'été. Pour que la ville puisse prétendre à ce label, il fallait qu'elle élabore un nouveau projet éducatif territorial. Donc le point positif, c'est que nous avons enfin été entendus et que la ville de Marseille a enfin accepté d'associer à l'élaboration de ce PEDT les mairies de secteur et je l'en remercie. Néanmoins, ce PEDT est un copier-coller du PEDT précédent. La seule différence, c'est qu'il y a le plan mercredi à l'intérieur. Donc très peu de précisions sur les écoles qui sont concernées par les projets, pas de liste détaillée. Voilà, donc c'est le même inventaire, on va dire, que nous avons voté en 2015, je crois. Je tiens à votre disposition, si vous ne l'avez pas eu, également le détail du projet éducatif territorial qui me semble n'était pas joint au rapport du conseil d'arrondissement. Et voilà, s'il y a des observations sur ce PEDT. Monsieur Marie, eh bien vous parlez beaucoup aujourd'hui. Bon.
Vous n'avez pas beaucoup de temps de parole lundi? Elle a retrouvé les poignets, c'est ce que j'allais dire. Lundi, vous n'avez pas beaucoup de temps de parole. Non, c'est ça? j'en ai pas C'est les beaucoup. autres qui parlent. Et ouais, c'est ça. À la métropole, oui, j'arrive, mais au conseil municipal, non. Je savais pas, mais c'est pas grave. Oui, juste, j'allais vous demander de poser une petite question, mais peut-être que vous considérez que vous avez déjà répondu. Donc, vous avez indiqué que vous avez été concerté au titre de la mairie de secteur, donc j'allais dire c'est une bonne chose, mais quand on lit la liste des personnes, des entités qui ont été concertées, je m'étonne de ne pas trouver la richesse du tissu associatif local, c'est-à-dire les associations sportives, les associations culturelles. On aurait pu faire un vrai PDT en mixant justement les écoles. Des projets tout simples, hein. Ça vient pas de moi, hein, ça vient d'une de mes collègues du conseil municipal. Madame Annie Lévy-Mizukonachi, par exemple, nous dit on aurait pu profiter pour tout remettre à plat et on aurait pu permettre justement, on a une telle frontière entre les enfants des écoles de Marseille. On prend un exemple concret, par exemple. Je dis peut-être n'importe quoi, mais il y a un théâtre au Chartreux, de faire ces temps périscolaires avec des enfants de Trévalon qui ont juste 2 stations de métro ou 3 pour aller au Chartreux et les enfants des écoles de Chartreux. On aurait pu vraiment les terrains de tennis du tennis club de la Rose, qui sont d'ailleurs bien évidemment décentralisés. On n'a jamais fait appel à ce club pour dire est-ce que vous pourriez mettre à disposition ces terrains pour les enfants des écoles de Saint-Jérôme, de la Rose, voilà, dans le cadre d'un vrai PDT, un vrai PDT concerté sur le sport, la culture. Ça aurait été un lien entre les différents enfants de Marseille. Mais là, malheureusement, vous êtes en train de me dire que la concertation a été faite à minima. C'est une belle concertation. Si je peux me permettre de compléter mes propos, c'est déjà le PEDT, comme celui de 2015 d'ailleurs, arrive toujours trop tard. Il fallait que ce PEDT soit signé avant début décembre ou mi-décembre justement par rapport à la réglementation. Et donc dans l'urgence, la ville a fait un copier-coller, comme je vous le disais, du PEDT de 2015 et a rajouté donc les documents transmis par notre gouvernement pour le plan mercredi. Et donc lors de cette réunion à laquelle j'ai assisté, on était peu nombreux en maire du secteur présent d'ailleurs, mais lors de cette réunion, il y avait un représentant d'un PE13 d'ailleurs qui avait part de certaines de ses inquiétudes, mais le PEDT était déjà rédigé puisque c'est un copier-coller. Donc la ville de Marseille nous a indiqué que vu que c'était un PEDT qui ne couvrirait que 2018-2019, un nouveau PEDT donc serait soumis pour la prochaine rentrée et serait élaboré à partir du mois de janvier. Donc j'espère que sur celui qui va être mis en place à partir de janvier, on aura la possibilité d'aménager certaines choses et surtout de rétablir l'équilibre entre tous les enfants marseillais de la ville. S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce rapport, donc nous allons donc passer au vote. Qui est pour ce PEDT? Madame Cortier. Qui est contre ce PEDT? Qui s'abstient? Donc Front de gauche, socialiste et 2 non-inscrits. Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant, Monsieur Dudiezer. Oui, alors je suis très heureux de présenter le rapport suivant, qui est un rapport que nous attendons depuis longtemps, et pour lequel la mairie de secteur s'est beaucoup battue depuis notre élection en 2014. Ce rapport qui consiste donc en l'approbation d'une convention pour la mise à disposition de 2 parcelles aux Olives pour la réalisation du fameux parking des Olives, le fameux parking Laferrage des Olives. Voilà, alors je vous présente le plan, c'est un peu loin, je ne sais pas si vous allez bien réussir à le voir. Donc ce parking qui sera à l'angle de la rue Laferrage et en plein cœur du noyau villageois des Olives, qui comprendra donc, il est marqué sur le rapport une 50aine de places, en réalité sur le dernier plan que nous avons eu, ce sera 60 places de parking, plus 3 stationnements PMR, une zone pour les 2 roues, un portique entrée-sortie, la création de murs entre le parking et l'école, des arbres d'alignement de haute tige. Bref, ce sera un parking de bonne facture, d'excellente qualité et qui, je crois, est très attendu par non seulement l'ensemble des commerçants, mais également l'ensemble des parents d'élèves de l'école qui se trouve juste à côté. Voilà, les travaux sont prévus pour démarrer très prochainement, en février 2019, avec une durée des travaux qui est estimée à environ 6 mois. Voilà, Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Merci, Monsieur Dudiezer. Madame Masse.
Merci. Je voulais intervenir sur ce rapport et à l'écoute donc de la représentation de M. Dudioser. Oui, c'est bon, on l'attendait depuis longtemps. Depuis 2011, à l'époque, donc, la communauté urbaine et le service voirie avaient demandé ces terrains à la ville de Marseille, de non-recevoir de l'élu de la mairie de Marseille pour pouvoir avoir donc ce terrain, il fallait redécouper la parcelle et la parcelle où nous avons actuellement déjà ce petit parking. Donc oui, on se félicite aujourd'hui. Alors, vous félicitez, moi je pense que pour une fois, vous aussi féliciter l'ancienne mairie de secteur avec l'ancienne gouvernance et l'ancienne gouvernance aussi de la communauté urbaine, puisque M. Mas, en étant président de la voirie à ce moment-là, était porteur aussi de ce projet. Donc on se félicite. Mais moi je suis très inquiète sur les délais. Parce que vous étiez avec nous aussi à la métropole, on a voté un rapport, on a voté un budget en mai 2018. Mais les travaux, ils commencent le premier budget est en 2019, et si je vous dis la somme du premier versement en 2020, est de 20 000 €. On ne va pas faire la même chose, en 2020, puisque c'est la métropole qui fait les travaux. On sait bien que ce n'est pas la commune. Et sur les années suivantes, sans plus de précision, donc le reste, 432 000 € seront consacrés à ce terrain. Moi, je suis très inquiète. Très inquiète. On est à l'approche des échéances électorales, on en a parlé tout à l'heure. C'est 2 ans ou 3 ans, mais ça arrive vite. Et vu les délais qui nous sont proposés sur le rapport de la métropole qui a été voté en mai 2018, attention aux propos que nous allons tenir à la population derrière. Car non, les travaux ne vont pas débuter demain. Peut-être qu'ils vont durer 6 mois, mais ils ne débuteront sûrement pas demain. 2020, la première ligne budgétaire à la métropole, 20 000 €. Ils mettront des panneaux de publicité, sûrement, de la communication. Mais moi, j'attends tout de même d'avoir beaucoup plus de précision quant au début des travaux et vraiment de la réalisation de ce parking qui est le plus nécessaire, bien sûr, on le sait, dans ce quartier des Olives. Merci. C'est comme le stade de la Rotonde, délibération d'affichage. Sachez qu'on sera vigilant dans tous les cas sur le démarrage des travaux. Monsieur Dudioser, qui s'occupe de la délégation de la voirie à la mairie de secteur, suivra comme tous les autres dossiers ce dossier avec attention. Je vous demande donc de voter ce rapport. Qui est pour le rapport 128? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, monsieur Dudioser. Alors, le rapport suivant a pour objet l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention financière pluriannuelle relative aux opérations d'accompagnement de la rocade L2. Alors, si vous me le permettez, Madame le maire, je vais prendre quelques minutes pour donner quelques explications sur cet avenant, parce que l'avenant qui nous a été proposé a été, je trouve, assez mal rédigé. Ça a été fait par un arc, pourtant, c'est la vérité. C'est sûrement pour cela. Parce qu'en fait, il n'est pas indiqué dedans les changements qui ont été opérés sur cette répartition financière. On nous donne juste la nouvelle répartition. Donc en fait, il faut se reporter à la convention initiale. Donc j'ai fait ce travail pour vous, rassurez-vous, pour regarder exactement ce qui a été changé. Parce que bon, cela concerne quand même les travaux d'aménagement de surface de la L2. Il y en a pour plusieurs millions d'euros, donc c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Alors déjà, je précise tout d'abord pour commencer que cette redistribution est faite à enveloppe financière constante. Il avait été déclaré il y a quelques mois de cela, par certains élus, qu'un montant supplémentaire avait été injecté sur la rocade de Nord. C'est totalement faux. Cette répartition se fait à enveloppe financière constante. Il n'y a pas un seul centime d'euro qui a été injecté sur les aménagements de surface de la rocade de Nord. Ça, c'est la première des choses. Donc, en fait, cette redistribution provient des indemnisations du mine des Arnavaux. Vous savez que la L2 passe au niveau de l'échangeur des Arnavaux tout le long du mine des Arnavaux. Il y a des entrepôts qui ont été détruits, qui ont été déplacés, délocalisés. Il y avait un budget de 13,74 millions d'euros qui avait été budgété pour cela. Finalement, on n'en a dépensé que 9,74 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a 4 millions d'euros qui ont été économisés sur cette ligne-là, et donc ces 4 millions d'euros ont été redistribués. Alors, le mine des Arnavaux, finalement, a bien joué son coup, a été assez malin sur ce coup-là, puisque sur ces 4 millions d'euros qui ont été économisés, finalement, le mine en récupère 2 millions d'euros. C'est la dernière ligne que nous avons sur le premier tableau.
Et les 2 millions supplémentaires donc, qui ont été économisés se retrouvent sur l'aménagement urbain complémentaire de l'aile nord, c'est-à-dire sur la dalle de surface, sur le Salvador Allende. Voilà, donc on a ces 2 millions supplémentaires qui sont injectés à ce niveau-là. Ensuite, sur la deuxième partie, sur la partie de la ville de Marseille. Donc là aussi, la redistribution se fait à enveloppe financière constante, c'est-à-dire pour un montant de 8,2 millions d'euros. Donc on avait à l'origine un budget qui était prévu de 5 millions pour la fameuse l'aménagement de la place des sports et des loisirs de la Busserine, 1,2 million pour l'aménagement de la dalle des Oliviers et 2 millions, Madame la maire en a parlé tout à l'heure, pour la fameuse crèche des Oliviers, pour le déplacement de la fameuse case des Oliviers. La crèche des Oliviers n'a pas été déplacée, elle a été purement et simplement fermée. Ce qui fait que là aussi, il y a 2 millions à récupérer, et donc il y a 1 million qui a été réinjecté sur l'aménagement de la plaine des sports, qui passe de 5 millions à 6 millions, et 1 million sur l'aménagement de la dalle des Oliviers, qui passe de 1,2 à 2,2 millions. Voilà. Alors il est à noter d'une part que c'est dommage que cette crèche ait été purement et simplement supprimée, et la deuxième chose, c'est que nous n'avons aucune indication sur ce qui va être fait en supplément avec ces 2 millions-là. Voilà, nous n'avons de la part ni de la ville de Marseille ni de la part de la métropole, on ne nous a rien communiqué, aucun projet, aucun plan, aucun calendrier, rien du tout. On est au courant de rien, que ce soit nous ou les CIQ, il n'y a eu aucune information, aucune concertation. Qu'est-ce qui va être fait avec ces 2 millions en plus? On n'en sait rien, voilà, c'est le flou le plus total. Donc malgré tout, nous voterons favorablement pour ce rapport parce qu'il y a 2 millions de plus qui sont mis sur l'aménagement de la dalle nord, donc on ne peut pas voter contre cela. Mais voilà, on reste quand même dubitatif sur cette nouvelle convention et sur l'utilisation qui va être faite de cet argent. Et surtout sur la suppression de la crèche des Oliviers. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Merci Monsieur Dujeuzer. Monsieur Joshua. Mes chers collègues, je dois vous dire que je suis très hésitant quant au vote à émettre. Monsieur le dossier, je comprends bien la conclusion. De toute façon, ce qui est prévu ne peut pas faire de mal. En gros, c'est ça, donc c'est pour ça que vous allez voter pour. Mais bon, en même temps, alors, pour une fois, je vais me faire le porte-parole de mon endroit où j'habite. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Et puis ça nous concerne ici, puisque c'est Saint-Joseph, donc c'est juste à côté. Et la situation du point de vue de ce qui était le plus grave, de ce qui était envisageable, du point de vue du bruit, là, je dois dire que les choses ne sont pas aussi graves que ce qu'on avait dit. Et alors, du point de vue de la pollution, j'attends des mesures, parce que c'est absolument... Enfin bon, je suis scientifique, mais j'attends quand même des résultats effectifs de ce qui va être fait, mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que ça va être très mauvais. C'est parce que bon, cette partie-là, ils ont décidé de ne pas la couvrir. Bon, et quand ils ont décidé de ne pas la couvrir, les arguments qui ont été donnés, si je m'en rappelle, à la fois à vous-même, c'est-à-dire à la mairie de secteur et au CIQ, c'est des questions purement financières, c'est-à-dire que ça coûtait trop cher. Il s'avère que ça ne bouge pas. Bon, c'est pas étonnant, parce qu'il y avait déjà dit qu'ils ne le faisaient pas, donc ils ne le font pas en plus. Bon. Mais c'est clair que cette situation est mauvaise. Bon, il y a eu la décision sur la crèche des Oliviers où ils se sont rendus compte avant même, quand même, d'ouverture, que la situation était très très mauvaise. Ils la ferment. Je constate, après ce que me dit M. Delosier, qu'il la ferme au point, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours rien de prévu, alors que les promesses avaient été faites devant Mme Le Maire, que bien entendu, on allait fermer là, mais qu'on allait faire. Je rappelle qu'il n'y a pas que la crèche, il y a l'école qui est juste en face. Je ne vois pas pourquoi les particules nocives vont s'arrêter à la crèche et pas passer à l'école, si c'est vraiment très dangereux pour tout le monde. Rien ne peut qu'accentuer ça. Donc je suis très hésitant sur le vote pour ces questions-là. Je vois bien qu'il y a des aspects positifs à ce qui a été fait, ça c'est vrai. Il y a encore d'autres aspects qui sont à venir, ça c'est vrai, vous les avez détaillés. Et puis il y a ces aspects extrêmement négatifs qui, eux, ne bougent pas. Alors, bon, c'est une partie de la population, c'est peut-être pas tout, mais bon, il y a quand même un souci. Et alors, vous n'avez pas, peut-être que vous pourriez répondre à cette question que je vais poser de M. Delosier là, que j'ai lu dans la presse, que autour de la partie Busserine et toute cette partie-là, les questions de bruit demeuraient extrêmement graves. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas bien pourquoi il en est ainsi. Si c'est le bruit, je crois que c'était le bruit, donc il disait que les choses, les embouteillages qui étaient là, enfin, on que ça ne roule pas comme il faudrait. Et donc pour toutes ces raisons-là,
Voilà, je suis hésitant, il me reste quelques secondes avant de décider mon vote, mais je voulais vous faire part quand même de ces hésitations. Bien, s'il n'y a pas d'autres observations, on a déjà échangé sur les problématiques de la pollution, sur les problématiques de bruit, aussi bien ici en conseil d'arrondissement qu'en préfecture, quand il y a eu les réunions de comité de suivi. Les règles qui nous sont données, comme on vous l'a déjà signalé, c'est qu'ils changeront pour certains le double litrage, parce que vous parlez de l'école des Lilas, mais aussi l'école de Frévalon, et les habitants de Frévalon qui sont également impactés par la sortie d'une partie des gens qui sortent du coup de la L2. Donc, mais là on est dans le tronçon Est, on n'est plus dans notre tronçon à nous. Donc voilà, effectivement on est également sensible à ces problèmes, et il est très dommageable que la crèche des Oliviers... Je pense que la problématique de la pollution de la crèche des Oliviers n'est pas liée qu'à la L2, mais souffrait déjà, avec ce tunnel des Tilleuls très utilisé, souffrait déjà de problèmes de pollution depuis de nombreuses années. Alors on va donc passer au vote de ce rapport. Qui est pour? Monsieur Joshua, vous avez fini de réfléchir. Oui, je vais très bien. Qui s'abstient? Monsieur Joshua. Et pas de vote contre. Donc le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Dupuis. Donc le rapport suivant a pour objet l'approbation de l'avenant numéro 2 à la convention d'intervention foncière sur les sites de Sainte-Marthe et Besson-Giraudy, passé entre la ville de Marseille et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette convention avait déjà été prorogée d'une année dans un premier avenant. Il est nécessaire aujourd'hui de proroger une nouvelle fois cette convention jusqu'au 31 décembre 2020, dans l'attente notamment de la mise en enquête publique du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, au second semestre 2018 et de la validation de ses orientations. Alors en effet, vous le savez, la nouveauté du PLUI, ce sont l'introduction des OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Dans notre secteur, nous en avons deux. Une pour le technopole de Château-Gombert, je vois que ça fait plaisir à un certain président de CIQ, et une autre justement pour ce quartier de Besson-Giraudy. Voilà, alors ce sont des documents qui sont très intéressants. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, pour ceux qui s'intéressent, à aller les consulter. Ils sont disponibles sur le site de la métropole, dans la rubrique justement du PLUI. Alors, voilà, pourquoi attendre? Parce qu'il y a beaucoup d'intentions, d'objectifs extrêmement ambitieux dans cette OAP. Alors bon, juste une remarque pour dire que, bon, moi je ne veux pas faire de procès d'intention à la métropole concernant cela, mais on voit qu'une fois de plus, sur le papier, voilà, tout cela est très beau, tout cela est extrêmement ambitieux. Je ne vais ne pas vous lire tout ce qui a marqué sur le papier parce que ça serait trop long. Je vous invite encore une fois de plus à aller le consulter. Enfin, je peux vous citer juste quelques exemples. Il y a dessus donc de prévu donc, pour ce quartier de Besson-Giraudy, mise en place d'un réseau d'adduction d'eau brute organisé et sécurisé depuis le canal de Marseille. Permettre la valorisation du patrimoine bâti historique qui ponctue le site et leur redonner une fonction. Développer le maillage de voirie pour desservir le quartier Saint-Joseph. Renforcer la programmation d'équipements, services, commerces, équipements publics. Réfléchir à une programmation cohérente avec les besoins locaux et la valorisation des produits agricoles cultivés à proximité de Tours-Sainte. Conforter l'offre existante par la réalisation de stades complémentaires. Limiter les nuisances bruit-poussière liées au passage des camions de la carrière en proposant une requalification de la voirie permettant de réduire les nuisances liées au passage des camions. Revêtement des voiries adaptées, plantation latérale, aménagement des motos, traverses sécurisées, créer les conditions d'un cadre de vie attractif en favorisant les déplacements doux, mettre en œuvre la nouvelle voie U236, etc. etc. Voilà, c'est comme cela sur plusieurs pages. Alors encore une fois, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais quand on voit ce qui a été fait sur le secteur Mirabilis, par exemple, sur les voies de Sainte-Marthe, voilà, on est en droit de s'interroger un petit peu là-dessus. Voilà. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Merci Monsieur Dujosel. S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour ce rapport? Est-ce que tout le monde est pour apparemment? Donc qui s'abstient? Donc abstention de ici et de là. Pas de vote contre. Le rapport est donc approuvé. Rapport suivant, Monsieur Dujosel.
Le rapport suivant a pour objet l'approbation de 13 avenants aux 13 conventions pluriannuelles de financement entre la ville et le GIP NRU, Marseille Rénovation Urbaine, pour les projets de renouvellement urbain, ainsi que de l'avenant numéro 4 à la convention de financement de prestations externes et de l'avenant numéro 1 à la convention de financement pour l'animation de la plateforme de relogement. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au voie. J'ai été rapide cette fois-ci. Monsieur Rocher. Madame le maire, je ne me serais pas inscrit si j'avais su ce que M. de Lauzière a annoncé comme vote pour votre groupe, parce que je suis dubitatif. Voilà. C'est très simple. Toutes ces affaires-là, ça fait longtemps qu'on en discute. Hein. Bon, toutes ces affaires liées à la rénovation sont très mal amanchées. Nous savons tous, à la fois pour des raisons politiques, des raisons de mise à l'exclusion des populations concernées, des raisons financières, des raisons... Enfin bon, cette multiplication des choses, nous l'avons déjà discuté. Il y a en plus une littérature énorme qui est publiée à ce propos, c'est absolument certain. Maintenant, est-ce que ça signifie que l'on peut rejeter tous d'une manière nette en disant vu que c'est trop très très mal, on va rejeter ça? Je pense, je vous ai déjà, enfin j'ai déjà mis en garde, je dis vous, je retire ça. Je ne sais pas ce que vous avez noté, mais je pense qu'il faut que nous ayons tous, nous, une mise en garde en nous-mêmes, en disant, bon, c'est peut-être que c'est pas très bon, peut-être que c'est même très mauvais, mais il y a quand même de la rénovation derrière, et moi je ne prendrai pas le risque de faire en sorte de rejeter quelque chose qui se traduira ensuite parce que nous connaissons à la globale. Donc c'est peut-être pas très courageux comme position, mais je pense que c'est la plus raisonnable vis-à-vis de nos populations. Monsieur Ravier. Merci. Monsieur Joshua, vous évoquez vous-même le caractère presque négatif. Vous émettez l'avis plus que dubitatif. Hein. Vous envisagez que ce soit, une fois de plus, un échec. Un échec maintes fois dénoncé par des gens ô combien sérieux, ô combien dépolitisés, et qui constituent la Cour des comptes. On ne peut pas taxer la Cour des comptes, sans jeu de mots, d'être une officine proche du mouvement auquel j'appartiens. Des gens qui dénoncent depuis de très nombreuses années cette folle politique d'immigration. C'eût été un lapsus révélateur et qui correspond à la situation, qui explique en grande partie l'échec de cette politique de la rénovation urbaine qui revient comme ça de façon récurrente par millions, par milliards sur le territoire en quelques décennies, et à chaque fois c'est l'échec au point que vous l'envisagez vous-même. Vous voyez à quel point ça peut être évident. Là, c'est 1,2 milliard d'euros pour lesquels vous estimez que, ma foi, on peut encore essayer, parce que peut-être ça peut marcher, mais ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Alors, je crois qu'il faut cesser de rêver, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Alors, je ne vais pas revenir sur les explications qui sont les miennes, vous les connaissez. Moi, ce que je sais, que c'était un échec cuisant, un échec ruineux. Et à Marseille, une ville qui compte déjà 2 milliards d'euros de dette, un cinquième, voire un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, une population qui, pour s'équiper des impôts, n'en peut plus de payer pour rien, ou pour peu, ou pour si peu. Je crois que le temps est venu, encore une fois, d'être dans le réel et plus dans l'idéologie. Donc nous voterons effectivement contre ces rapports idéologiques. Merci, monsieur. Je crois. Y a-t-il d'autres interventions? Non, nous allons donc passer au vote. Qui est pour ce rapport? Alors, Front de Gauche, Socialiste, et Mme Cordier, Marseille en avant, donc. Qui est contre ce rapport? La majorité, Mme Marouche, M. Azala. Qui s'abstient? Le rapport est donc rejeté. Avant donc de passer au dernier rapport, permettez-moi déjà de remercier le personnel de la mairie de secteur
présents aujourd'hui et qui ont organisé ce conseil d'arrondissement. Merci à Madame la sténotypiste et à Madame la caméra woman. Merci à Monsieur Koska, le directeur général des services, à Madame Arms, la directrice de cabinet. Petite information que je voudrais vous transmettre, la mairie de secteur a donc, comme elle s'y était engagée lors du dernier conseil d'arrondissement, mis en place une collecte pour les sinistrés de la rue d'Aubagne et toutes les personnes qui sont malheureusement évacuées de leur logement. Donc je vous invite, élus de la majorité et élus de l'opposition de cette mairie du secteur, à participer à cette collecte dont vos réunions se trouvent dans la mairie de secteur. Je demande maintenant à Monsieur Monti de présenter le dernier rapport. Madame le maire, chers collègues, ce dernier rapport a pour objet, dans le cadre de la programmation développement social et urbain 2018, l'approbation de la troisième série d'opérations d'investissement à hauteur de 383 922 € pour permettre le versement des subventions correspondant aux actions détaillées dans ce rapport. Pour ce qui concerne les 13e et 14e arrondissements de Marseille, il est proposé de soutenir une structure sur le territoire nord-est dans le 13e arrondissement et 4 structures sur le même territoire nord-est dans le 14e arrondissement. Et sur le territoire tout Marseille, il est proposé de soutenir une seule structure. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Merci Monsieur Monti. Monsieur Joshua. Merci Madame le maire. Rapidement, je ne vais pas reprendre la discussion et les arguments qui ont été échangés. Ils ont été entendus déjà plusieurs fois, mais j'en profite, je fais un petit pas de côté sur une question qui avait été posée tout à l'heure par M. Ravier et qui nous permet de faire un rappel. Oui, il y aura une manifestation qui se déroulera au départ du conseil municipal de la prochaine fois, et c'est légitime qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas ce que feront les gens, je pense qu'ils laisseront dérouler le conseil, évidemment, ce n'est pas la question, mais c'est normal que, vu ce qui se passe, la population vienne demander des comptes, et franchement, là, ça s'accumule. TPP, tout ça, la globale, et c'est légitime qu'il en soit ainsi. Personnellement, je serai là, M. Ravier, j'aurai l'honneur de vous saluer quand vous rentrerez, mais je serai là pour faire en sorte de manifester que vraiment, dans cette mairie, ça ne peut plus continuer de cette manière-là. Merci Monsieur Joshua. Juste avant de passer au vote, permettez-moi de vous donner une dernière information en plus de la collecte pour les personnes évacuées de la rue d'Aubagne et d'autres logements sur Marseille. La mairie du secteur fait également une collecte de jouets neufs pour les enfants hospitalisés à la Timone. Une collecte jusqu'au 17 décembre, donc une collecte à la mairie du secteur. Nous remettrons ces jouets aux enfants le lundi 17 en fin d'après-midi. Donc voilà, je compte sur les élus de la majorité, c'est déjà fait, mais je compte aussi sur les élus d'opposition pour participer à cette collecte de jouets pour des enfants qui en ont bien besoin. Nous allons pouvoir maintenant passer au vote. Monsieur Marie, relisez bien vos tweets avant de tweeter. Le dernier de tweet contient une faute. On va donc, certains manifestent contre l'habitat indigne et d'autres manifestent pour le droit à l'habitat indigne. Donc il y a des choses que je ne comprends pas trop. Nous allons donc passer au vote du dernier rapport. Nous allons donc passer au vote du dernier rapport. Qui est pour ce rapport? Donc, Front de gauche, socialiste et Marseille Rêvant. Qui est contre ce rapport? Donc la majorité et les 4 non-inscrits. Le rapport est donc et Debout la France, autant pour moi, 2 non-inscrits et 2 Debout la France. Le rapport est donc rejeté. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous